Encore une fois 09 92 11 30 86 et pour vous qui nous suivez à la télévision, le numéro sera affiché sur vos petits écrans tout à l'heure. On va prendre les sujets du jour, notamment cette coopération entre la République démocratique du Congo et les pays voisins, comme je l'ai annoncé dans cette émission débat des RTNK. Notamment la coopération entre la RDC et les Rwanda, la coopération entre la RDC et l'Ouganda, mais également la coopération entre la République démocratique du Congo et les Burundi. Je l'ai rappelé, en tout cas ces dernières semaines, la RDC a signé certains protocoles, mais également des mémorandums avec les pays voisins, avec l'Ouganda par exemple pour la construction d'une route entre Beni et l'Ouganda. Il y a eu trois protocoles d'accord signés entre la RDC et son voisin le Rwanda récemment, lorsque le président Félix Tshisekedi était à Gisenyi mais également à Goma dans la province du Nord Kivu, où son homologue rwandais Paul Kagame l'a rejoint. Et cette semaine c'était la signature des 4 mémorandums, 4 protocoles d'accord donc entre la RDC et les Burundi. Alors comment interpréter ces différents protocoles d'accord signés? Est-ce que la République démocratique du Congo est gagnante ou perdante? En quoi est-elle gagnante? En quoi est-elle perdante? La République démocratique du Congo, qui, je le rappelle, veut intégrer l'East African Community. On a en parlé il y a 2 semaines sur ces plateaux des radios-télévisions Goma Kivu. La grande question pour cette partie-là sera de savoir pour quelle compétitivité. On va en parler dans cette émission débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités sur ces plateaux des radios-télévisions Goma Kivu. Nicolas Lubala, vous êtes président provincial de la nouvelle dynamique de la société civile. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde, bonjour aux co-débatteurs, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de la RTNK qui nous suivent en ce moment. Merci Nicolas. À toute la population de Bagira. Merci Nicolas. Bonjour. Professeur, vous êtes Thomas Fora-Mwagaloa, professeur de droit international. Merci d'être avec nous, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, m'associer à ce débat si intéressant. Merci. Pour nous-mêmes et pour toute la population congolaise et pour la province qui vous aussi. Merci bien. Merci. S'il faut que je l'avoue, c'est la première fois d'être avec moi sur ces plateaux, mais pas la dernière fois si vous le permettez. C'est la première, mais pas la dernière. Merci pour cette promesse, professeur Thomas Fora. À mes côtés, professeur Augustin Moutabazi, il est professeur d'économie fédérale. Il est le président fédéral du parti politique BIREC, ici au Sud Kivu. Bonjour professeur. Bonjour Mitima de la Chance, bonjour à tous les collègues co-débatteurs et à toute la population qui nous suit présentement. Merci bien, je me rappelle, on était ensemble la dernière fois lorsqu'on débattait sur l'impact du coronavirus dans les milieux ruraux, sur l'économie dans les milieux ruraux. Ah, tout à fait, j'avais dit que à l'époque, j'ai dit attention, c'est la fin qui risque d'être plus dévastatrice que le corona lui-même. Et c'est ce qui est observé dans plusieurs villages pour le moment. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean-Baptiste Kassoulé, il est porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, Fédération de Bukavu. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Bonjour, messieurs de la Chance. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, avec les collègues avec qui nous sommes au plateau ici, je les salue. Et je salue les combattantes et combattants de l'UDPS qui nous suivent maintenant. Merci bien. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et Yoweri Kaguta Museveni, les présidents de l'Ouganda, ont signé, c'était au mois de juin dernier, un protocole d'accord sur la construction et modernisation de la route transafricaine de Mbondwe, cette route qui devrait partir de Beni jusqu'à Ouganda, alors que quelques temps après, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, pour signer 3 accords, parmi lesquels un accord qui portait sur l'exploitation de l'or dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces accords, les premiers portaient sur la promotion et la protection des investissements entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les seconds avaient pour objet une convention entre donc les 2 pays en vue d'éviter la double imposition, mais aussi prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus
Et selon les communiqués finaux qui a été publié à l'issue d'un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, toujours en juin dernier, et il faudra signaler que ce tête-à-tête était retransmis à la télévision de la RDC, mais également à la télévision rwandaise. Le troisième protocole d'accord concernait l'exploitation de l'or dans l'est de la République démocratique du Congo et qui impliquait la société congolaise Orifère Sakima SA et la société rwandaise Diter Limited. Et récemment, cette semaine donc, la République démocratique du Congo venait de signer 4 accords avec les Burundi voisins. C'est à l'issue de la visite qu'a effectué le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, dans la capitale Kinshasa. Les premiers accords d'entente concernaient le développement, le maintien et le renforcement de la paix, la défense et la sécurité, qui étaient signés entre les ministres des Affaires étrangères du Burundi, Albert Shingiro, et les ministres congolais du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Le deuxième protocole d'accord d'entente, c'était consacré à la facilitation des accords commerciaux entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Le troisième protocole d'accord portait sur le développement des chemins de fer à écartement standard, un chemin de fer qui devait être construit entre le Burundi, entre Gitega et Kindu. Gitega c'est au Burundi, Kindu c'est en République démocratique du Congo, en passant par bien sûr Bujumbura, Uvira, Kamanyola, Bukavu, etc. Et les derniers protocoles d'entente, c'est-à-dire les quatrièmes, portaient sur les consultations politiques et diplomatiques entre les Burundi et la République démocratique du Congo. Alors, quelle importance de tous ces accords entre la RDC et ses pays voisins? Autant de questions où vous étiez nombreux à réagir. Je vais lire vos réactions tout à l'heure au cours de cette émission, le débat et des questions que vous avez d'ailleurs posées à nos invités. La parole est à vous, professeur Thomas Foura. On vous écoute. Vous avez suivi toute cette actualité. Oui, bien sûr, hein, comme tout le monde, j'ai suivi l'actualité ces dernières années, ces derniers mois. Et à mon avis, je crois que c'est très normal. Hein. C'est même diplomatique, c'est même historique. Il y a beaucoup de précédents. Et on a eu le temps de faire la guerre entre ces différents États. Mais la guerre étant finie, il faut passer à la coopération, à la diplomatie. Et ça s'est passé en Europe, la guerre mondiale 40-45. Après 40-45, il y a eu des accords. L'Union européenne est née par les communautés européennes. Ce n'est que normal que ce genre d'accords, après un temps de turbulences politiques. Des accords qui ont été signés et qui sont interprétés différemment. Comme par exemple, quand on parlait de l'or entre la RDC et le Rwanda, on sait bien que le pays a été, donc le Rwanda a été accusé plusieurs fois d'ailleurs de piller lors de l'Est de la République démocratique du Congo, alors qu'on vient de signer encore ces accords-là. Bien, cela c'est aussi normal. Si le Rwanda a été accusé de piller, je n'en sais rien, on a entendu tout ça. Pendant la guerre, il se passe beaucoup de choses. La guerre a des motivations politiques, des motivations économiques aussi, on ne peut pas l'ignorer. Mais on ne va pas demeurer dedans, que le Rwanda continue à piller, que le Rwanda continue à avoir accès aux ressources du Congo de manière informelle. À mon avis, il est temps, et il est intéressant qu'on canalise, qu'on formalise ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, qu'on formalise la façon dont le Rwanda vient au Congo, dont le Rwanda exploite les ressources du Congo, que tout ça soit formalisé pour que le Congo tire sa partie et que le Rwanda aussi tire sa partie. C'est tout à fait normal. Écoutez, la société civile qui n'est pas du tout satisfaite de ce qui s'était passé ces dernières semaines, de tous ces accords-là signés, que ce soit entre la RDC et l'Ouganda et le Rwanda et le Burundi également. Une réaction, Nicolas? Oui, en fait, monsieur les journalistes, parce que nous, comme société civile, nous sommes du côté de la population. Et comme le prof a dit, c'est vrai. Donc le prof, lui, n'est pas du côté de la population. Bon, lui, il parle en tant que technicien, il parle, ça c'est de la matière. Bon, alors nous sommes vraiment, nous regardons qu'est-ce que la population peut bénéficier par rapport à ces accords. Et les accords bilatéraux ou bien les accords internationaux, en principe, ça doit être des accords de partenariat gagnant-gagnant. Mais malheureusement, ce que nous observons, ce sont des partenariats et des contrats gagnant-perdant. C'est la partie congolaise qui est toujours la partie perdante. Comment ça? On a toujours rien récolté dans tous les contrats signés par la République démocratique du Congo. Que ce soit des contrats miniers, tout ça, il y a toujours des contrats léonais qu'on a toujours fustigés. Vous regardez partout, on est en train de signer des accords, des protocoles d'accords. Rien, la population ne se retrouve pas. Alors, d'abord, tous ces accords-là sont opaques.
On ne sait pas le tenant et les aboutissants. Donc il fallait les expliquer davantage. En principe, parce que ces accords, c'est pour la République démocratique du Congo, ce n'est pas pour des individus. C'est pour le bien de toute la population en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un secret et où on doit cacher. Alors on devrait mettre ces accords aux portées de la population. Nous devons savoir qu'est-ce qu'ils ont signé, quelle sera la part de la population, quelle sera la part de la RDC. Expliquer à la population, ça veut dire aller à l'Assemblée nationale, peut-être expliquer... Mais même au niveau de l'Assemblée nationale, on devrait mettre ça à la disposition de nos députés, parce que les députés sont nos mandataires. On doit nous expliquer qu'est-ce qui a été signé dans les accords. Regardez la partie qui est réservée au niveau de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que la population pourra se retrouver? C'est vrai, aujourd'hui, le président Tshisekedi, avec l'UDPS, on parle le peuple d'abord. Est-ce que réellement c'est ce que nous observons? C'est rien, on n'observe pas ce qu'on dit, le peuple d'abord. Donc, nous, aujourd'hui, tous ces contrats-là, je pense que c'est une fois de plus pour amener au Rwanda de continuer à exploiter notre minerai. C'est vrai, le Rwanda a été cité dans plusieurs rapports au niveau même des Nations Unies et que les Rwandais exploitaient illégalement nos minéraux. Aujourd'hui, on dit que maintenant, il y a des accords. Le Rwanda aura le monopole de raffiner nos minéraux. Alors, lorsqu'on raffine le minerai, alors sur le plan d'exportation, quel est le pays qui sera le pays exportateur de minerai? C'est le Congo? C'est le Rwanda? On ne sait pas. Et puis aujourd'hui, nous savons que Bandro avait gagné le monopole d'exploiter l'or sur toute l'étendue de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, l'or là qui sera traité, Sakima pourra tirer l'or où? Parce qu'elle n'a pas le privilège n'a pas encore le monopole d'exploiter l'or au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors vous comprenez une fois de plus, parce que toutes les guerres qu'on a enregistrées, comme le prof Foura a dit, c'était des guerres aussi économiques. Et c'est parmi nos minéraux qu'il y avait le Rwanda, l'Ouganda et d'autres parties étrangères, des pays étrangers qui venaient conquérir la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on dit que maintenant c'est le Rwanda qui va commencer à raffiner notre pays. Alors, nous, comme population, on dit que nous sommes contre ces accords. Je pense que les députés nationaux devraient se prononcer par rapport à ça. Parce que le président de la République, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il n'y a pas la part de la population. Regardez même à Luinja, il y a Bandro qui est là. Quelle est la part de la population? Il y a l'insécurité, il y a les corps, il n'y a pas de travail là-bas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces accords étaient vraiment importants pour le bien-être de la sous-région, sur le plan sécuritaire, économique, etc. Non, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Parce que ça donne une fois de plus les monopoles au Rwanda de pouvoir controler nos minéraux. Parce que le Rwanda maintenant a une même mise. Et l'Ouganda pour la construction de cette route. Oui, et même l'Ouganda, on est en train de leur donner maintenant des monopoles de pouvoir contrôler. Alors, on ne sait pas si réellement la République démocratique du Congo, si nous sommes incapables de nous-mêmes de raffiner, exploiter, raffiner, exporter notre minerai. Donc bien. Tout ça, nous comme société civile, nous comme la population, merci Nicolas. Je pense que ce sont toujours des accords au bénéfice du pays, des pays voisins, mais aussi au bénéfice du président de la République. On comprend dans ces accords-là, il n'y a pas la part de la population. On comprend cette crainte. C'est pas aussi l'occasion pour la RDC de contrôler aussi ces pays voisins. Professeur Thomas, vous avez suivi sa crainte tout à l'heure. Sauf le professeur Augustin, je vous accorde la parole tout à l'heure. Professeur. Bien oui, je viens de sur la crainte, hein, mais moi j'ai une autre vision de choses. Le peuple est représenté par qui? Par un chef d'État. Il représente le peuple. Il agit en principe, pas pour lui-même, mais il agit pour le peuple. Je suis d'accord avec Nicolas que ces différents accords, évidemment, ne doivent pas venir de la présidence et être faits à la présidence sans que le peuple soit associé. Et comment associer le peuple? C'est à travers ses représentants, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, comme c'est le cas du Kivu, les deux Kivu, le Maniema aussi. On devrait associer le peuple à ces différents accords-là. Mais il me semble qu'en fin de compte, la coopération a toujours cette part de choses-là. Le Congo a de l'or, ça c'est vrai. Le Rwanda peut en avoir, je n'en sais pas grand-chose. Le Rwanda peut raffiner leurs produits au Congo, mais comme c'est un accord, les deux parties se conviennent. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous gagnons? Qu'est-ce que le Rwanda, qui peut avoir ses usines de transformer cet or-là, va gagner? Au lieu que l'or congolais soit transformé à Dubaï ou en Chine, se transformer ici à quelques kilomètres, à mon avis, c'est quelque chose de positif.
c'est positif. Le Rwanda n'a pas d'or, le Rwanda a des usines, c'est quelque chose. Le Congo n'a pas d'usine, le Congo a de l'or. Voilà, on échange. C'est ça l'échange, effectivement. Est-ce que le message est passé comme ça, tel que vous l'expliquez ça aussi? Est-ce que les communs du mortel congolais comprend au moins les tenants et les aboutissants de tous ces accords? Donc, voyez, on n'attendra pas que le commun des mortels comprenne. Ça n'arrivera pas. Raison pour laquelle nous avons nos représentants qui, eux, devraient comprendre. Est-ce qu'ils comprennent eux-mêmes? Et j'imagine qu'ils comprennent, parce que leur rôle, c'est de contrôler tous ces accords-là. Okay. Et j'imagine qu'ils le font. S'ils ne le font pas, c'est en tout cas dommage. Merci. Professeur Augustin Moutabazi. Oui, effectivement, je pense que notre rôle, c'est de faire les relais, même si nous n'avons pas les détails sur ces différents contrats. Nous devons fournir un effort pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. C'est vrai, ça doit être du gagnant-gagnant. Nous n'avons aucun intérêt à être dans une région pauvre. Donc, le rôle de la RDC, c'est non seulement développer la RDC, mais c'est aussi développer l'Afrique. L'Afrique est pauvre à cause de nous. Quand on prend des marchandises qui viennent de l'océan Indien, une fois que ça arrive à la porte du Congo, il n'y a pas de route. Et donc, vous avez un grand creux jusqu'à Kinshasa. Donc vous avez 80 millions de gens qui sont pauvres et qui rendent toute l'Afrique pauvre. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre l'intégration régionale. Le Congo, notre pays, a l'avantage qu'il sait s'intégrer sur les économies de l'Est, East African Community, ce qui n'est pas mauvais, c'est quand même des millions de producteurs, ce sont des millions aussi de consommateurs. Nous avons la possibilité de nous intégrer à partir de Lubumbashi sur la SADC, ce qui est aussi un grand morceau. Et les amis de l'Ouest, bon, ils n'ont pas grand-chose, ils ont Brazzaville, le Gabon, mais vraiment la partie la plus juteuse, c'est le Sud et l'Est. Et donc, maintenant, revenons au protocole. Avec l'Ouganda, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Obtenir que de Goma, on puisse arriver à Beni, Ouganda, jusqu'à l'océan, on devrait gagner. Donc, pour les infrastructures, moi je suis totalement d'accord que la convention avec l'Ouganda est une très bonne convention. Il y a Ezekiel de Katana qui nous a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché avec cette construction de la route entre Beni et l'Ouganda? Mais l'agenda caché... Là, il a fait allusion au pétrole. Oui, le pétrole est là. Le pétrole, c'est une ressource qui doit être contrôlée par les deux pays. C'est comme le gaz méthane de la Kivu. Donc, on ne sait pas extraire le gaz méthane sans le Rwanda. Et inversement, c'est la même chose pour le pétrole de l'Ouganda. Donc, pourquoi nous, le Congo, devons penser que nous serons toujours les derniers à être dupés? Museveni, il a son âge. Je ne pense pas qu'il va rester éternellement contrôler la région. Je pense qu'il a 70 ans, au moins. Et au-delà. Donc, pourquoi ne voir que la donne Museveni? Pourquoi ne voir que la donne Kagame? Un jeune qui a 30 ans aujourd'hui, pourquoi il doit penser que Kagame le piège? C'est lui qui va diriger le pays demain, c'est pas Kagame. Il faut plutôt voir, est-ce que c'est les pièges dans ces accords? Chaque pays se bat pour tirer la couverture de son côté, évidemment. C'était évidemment la question de celui qui nous a écrit de Katana. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Moi, je ne vois pas les pièges du côté des... Le piège, c'est peut-être du côté Rwanda. Dans l'accord sur l'or, c'est là peut-être que si on dit qu'on donne les monopoles de raffiner l'or du Kivu à Kigali, ce serait grave. D'ailleurs, pourquoi c'est grave? Oui. D'abord, je ne pense pas qu'on a parlé de monopole. C'est une entreprise rwandaise qui veut coopérer avec une entreprise congolaise. Sakima. Mais il ne s'agit pas de donner le monopole de traitement de l'or congolais au Rwanda. Non, c'est pas possible. Personne ne peut accepter ça. Et que deviendrait Bandro, comme on l'a dit. Et puis, maintenant, avec l'ouverture de l'Afrique, avec la zone de libre-échange. Oui, les autres pays nous traduiront en justice. Parce que même les Zimbabwe peuvent venir acheter l'or au Congo. Même l'Égypte. Donc, dès lors que nous ouvrons nos frontières à toutes les économies de l'Afrique, nous ne pouvons pas avoir de contrats particuliers avec un pays. Et donc,
Mais par contre, donc, cette entreprise-là qui veut exploiter, qui veut traiter l'or de Sakima, elle est libre, mais je me demande si Sakima a de l'or à lui vendre. Parce que le gros de l'or du site Kivu est artisanal. Oui. Et on ne peut pas empêcher à un artisan, à un comptoir d'or, d'exporter en Chine. Jean-Baptiste, je vous écoute. Avant de vous écouter, je vais lire d'abord cette dépêche des jeunes africains, la RDC et le Rwanda, qui ont signé 3 accords commerciaux, dont l'un porte sur l'exploitation de l'or en vue de s'assurer la traçabilité. C'est tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. En présence donc de 2 chefs d'État, il y a une entreprise congolaise, la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et une entreprise rwandaise, Diter Limited, qui ont signé un protocole d'accord de coopération pour l'exploitation de l'or afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière. Selon un communiqué de la présidence de la RDC, il y aura complémentarité entre les 2 sociétés qui vont donc contrôler la chaîne de valeur à partir de l'extraction par la société congolaise Sakima et les raffinages par la firme rwandaise Diter SA. C'est ce qu'a expliqué les responsables de la communication à la présidence congolaise lorsque c'était commenté diversement, on se rappelle, à l'époque. Les groupes armés, a-t-il dit, et qui tirent des revenus pour financer la guerre avec de l'or ne pourront plus se permettre d'exploiter ou de revendre auprès des acheteurs sur les marchés internationaux. C'est une bonne ambition, mais pour quelle faisabilité ça aussi? Je vous écoute, Jean-Baptiste Kassolé, rapidement. En effet, il faut d'abord circonscrire l'historique de cet accord. Parce que il n'y a pas longtemps, il y a eu un accord d'Addis Abeba où on a parlé de la stabilité et de la paix dans la région. Vous parlez de l'accord cadre. L'accord cadre d'Addis Abeba. C'est de cet accord-là que... En 2013, si je me rappelle. Tout à fait. Ouais. C'est de celui-là que découle celui-ci dont nous parlons aujourd'hui. Parce qu'on a compris, même bien avant, Sarkozy était de passage dans la région. Il avait tenu un discours qui n'a pas plu aux Congolais. Mais c'est, si vous regardez très bien, c'est là où nous allons. Prof Foura l'a bien dit, il a très bien expliqué. Et vous avez lu la dépêche de Jeune Afrique, on parle de la traçabilité. Il y a de l'or, il y a de nos minéraux qui nous ont coûté beaucoup de vies. Parce que tout simplement, il n'existait pas de traçabilité. La RDC, avec le président Félix Tshisekedi, on a compris que le Rwanda a toujours pillé nos minéraux. Il n'y a pas que de l'or, il y a aussi les coltan et consorts. On a compris que si le Rwanda a toujours pris nos minéraux par la force, en pillant, c'est l'occasion maintenant qu'on formalise ça. C'est le concept que le professeur a utilisé. Il faut formaliser ces minéraux qui sont chaque fois pillés et qui nous coûtent très cher au niveau de la RDC. Le Rwanda, on a dit au Rwanda, voici, vous avez toujours pris nos minéraux, mais on formalise, vous serez en train d'acheter, la RDC saura combien on produit, parce que ce n'est pas un secret. Quand nous produisons 4 kilos d'or ici au site Kivu, au Rwanda on est à 21 kilos d'or. Et pourtant, nous savons tous que le gros de cet or vient de la RDC. Mais les Rwandais exportent plus de l'or que la RDC. Quoi de plus normal que, désormais, la RDC comptabilise l'or qui est produit au niveau local, 70 kilos par exemple, et on déclare que 70 kilos ont été transformés au Rwanda, et au finish, chacun tire sa part. Mais ça va priver les groupes armés d'exploiter de l'or. Oh oui, c'est un travail aussi, c'est un grand travail, parce qu'il faut juguler la fraude au niveau local. L'or, c'est un minerai très fraudé, étant donné qu'ils ne font pas des colis, des kilos, des gros kilos pour l'amener. Même dans des chaussettes, on peut passer avec de l'or. Donc il faut un travail pour les services. Je pense que l'État congolais qui a pris cette initiative va aussi dégager de l'énergie pour juguler cette fraude
au niveau local pour que cet or profite à la population. Parce qu'au finish, c'est la population qui doit tirer ses dividendes. Comme Nicolas l'a dit, lorsque l'or est fraudé, c'est plus pire que lorsqu'il est formalisé. La population se retrouve, cher Nicolas, lorsque l'or est formalisé, que lorsqu'il est pillé ou fraudé. Donc je trouve que dans la dynamique de la recherche de la paix, dans cette sous-région, en partant de cet accord cadre d'Addis Abeba, en partant même du discours de Sarkozy, vous comprenez petit à petit que tout ce qui nous reste, nous Congolais, ce ne sont pas des jérémiades de chaque moment. Le prof a dit bien de l'Europe, hein, et je complète, le couple franco-allemand. C'est un couple qui a traversé assez de dégâts. Hein, entre les deux pays, il y a eu assez de dégâts, mais ils ont compris avec le professeur Schuman qui a lancé l'idée, on a compris qu'il fallait faire quelque chose sur base de laquelle l'Europe est assise aujourd'hui. C'est l'Union européenne. Donc il faut passer par cette logique-là. Nous ne devons pas aussi nous circonscrire dans ce qu'on appelle en relations internationales la timide. C'est une sorte de jérémiade et une fois en soi qu'on est faible, qu'on sera exploité à tout moment. Non, on doit aussi rebondir. En bref, il faut s'ouvrir au monde. C'est-à-dire aller vers les autres. Ouais. Quand on va vers les autres, on se mesure aussi. Dans cette compétition, on connaît, on est capable de quoi. On peut maintenant savoir, nous Congolais, qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous allons pleurnicher éternellement ou nous nous projetons vers les autres et nous mesurons quelles sont nos forces. Donc, je trouve que formaliser cet achat de l'or qui est toujours pillé, fraudé, ça va beaucoup porter un plus à la population que la situation que nous connaissons. Merci bien. Merci Jean-Baptiste Kassolé. 09 92 11 30 86 est notre numéro de téléphone pour tous les appels possibles. 09 92 11 30 86 appels, messages, vous pouvez les faire en tout cas sans problème pourvu que vous les fassiez à temps, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous avez toujours l'habitude de les faire. Professeur Thomas, il y a cette réaction. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, veut exécuter les discours de Nicolas Sarkozy de 2008 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, disant que, je cite, la RDC doit partager ses ressources naturelles avec ses pays voisins, mais en regardant la RDC n'a rien à fournir au Rwanda. Nous n'avons pas des industries locales ou même nationales parce que notre économie est vraiment très extravertie. C'est Baptiston là ici qui nous a fait cette réaction. Oui, je comprends. C'est une réaction qui revient plusieurs fois, que le Congo n'a rien à donner. Et bien moi j'ai dit alors, si on n'a rien à donner aujourd'hui, est-ce qu'on va continuer à se dire 10 ans après, 20 ans après, on n'a rien à donner? Il faut maintenant nous préparer à avoir à donner. Et l'une des manières de nous préparer, c'est de voir ce que les autres nous donnent et comment nous aussi on peut se mettre au travail pour donner quelque chose aux autres. On a des matières premières, oui c'est vrai. On n'a pas d'industrie de transformation. Ok, ça on peut avoir ailleurs. Ça on peut avoir ailleurs, mais pas éternellement. Et donc c'est pour un temps. C'est pour un temps, on a besoin d'argent. Comment on aura cet argent si on ne donne rien à l'extérieur? Nous on importe tout, on n'exporte rien. Et à cette allure, on pourra continuer éternellement à importer et à n'exporter rien. À mon avis, il faut commencer. Et par où commencer? Par ces accords qui peuvent déjà booster quelque chose. Si on fait un chemin de fer qui relierait Gitega à Kindu, mais voyez-vous, la population va gagner. Celui qui vend du riz à Chabunda, je ne sais pas, à côté de Kindu, il n'a pas où écouler ça. Mais avec le train qui passe tous les jours, il aura comment écouler. Peu importe où le riz va finir sa course, mais lui aura gagné sa part comme agriculteur, et voilà. Et donc moi je me dis, il n'y a pas de crainte vraiment à faire, il faut se lancer à un moment donné et espérer que le lancement va avoir des résultats, des bons résultats dans les années à venir. La question c'est aussi de savoir, parce que quand le président, parce que vous parlez entre Gitega et Kindu, récemment à Kinshasa, c'était mercredi dernier où les 4 protocoles ont été signés, lorsque le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, était là à côté de son homologue Félix Tshisekedi, en train d'écouter les questions des journalistes. C'est le président du Burundi qui a plus de
donné des détails, que le président congolais, ça a été critiqué. On se disait, est-ce que les côtés congolais, est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Bon, ça c'est une autre dimension de la question. Oui. Et ça ne peut pas m'étonner parce que c'est pas la première fois que le Congo est toujours en retard. Et si on revient un peu dans l'histoire, prenons d'abord le pétrole du lac Albert, sur l'île de Rukwanzi, je crois, où aux années 2008 déjà, le Congo et l'Ouganda s'étaient mis d'accord pour exploiter ce pétrole en commun, en synergie. Parce qu'il est sur la frontière, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Le Congo a tenu la patte, l'Ouganda a exploité le pétrole de Rukwanzi. Le gaz méthane, il n'y a pas longtemps, le Rwanda est assez avancé. Pourtant, on a commencé en même temps. Le projet Congo-Burundi, ça c'est des vieux projets. Il y a le pont qui sera jeté, je crois, à Katogota. Ça c'est un vieux projet. Voilà. Vous allez au Burundi maintenant, la route du côté burundais, la route est déjà presque prête. Mais côté congolais, on a fait quoi? Même donc, juste ici à côté, encore. Et la route transfrontalière ici. Ah, voilà. Du côté rwandais, ça marche. Du côté burundais, ça marche. Mais du côté congolais, ça traîne. Oui. Mais alors, faut-il dire parce qu'on est en retard et qu'on va continuer à faire ça? Je pense qu'il y a un moment où on doit se récupérer. Que le Burundi vienne au Congo, nous donne les détails, et pourtant c'est nous qui sommes chez nous, qui aurions dû donner ces détails-là à tout le monde. C'est dommage, mais on ne va pas rester là à regretter, à pleurnicher. On accepte, c'est une faute, c'est une erreur, mais on part de cette erreur pour corriger le lendemain et les jours à venir. À mon avis, c'est ça. Ne pas se limiter parce qu'il y a des erreurs, parce qu'il y a des retards. Il faut plutôt voir comment les corriger et avancer. D'accord. Il y a Marc qui nous a posé la question de Avenue Paysage et qui a posé la question de savoir est-ce que nous savons ce que les autres, il a comme l'impression que les autres savent ce qu'ils viennent chercher chez nous, mais est-ce que nous savons ce que nous allons chercher chez eux? Professeur Thomas. Mais bien sûr, nous devons le savoir. Et moi je crois qu'on le sait. Mais la route Beni-Ouganda, qui ignore c'est que nous on va chercher en Ouganda, mais tout le monde le sait. Le chemin de fer Guité-Gakindu, mais qui ignore qu'il y a du riz qui est produit au Maniema, mais qu'on ne sait pas écouler. Qui ignore qu'il y a des gens qui sont au Maniema qui ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. Ça, c'est des choses qui sont connues. C'est connu. Et peut-être il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va découvrir. Donc, selon vous, c'est la RDC qui gagne? Ou il y a gagnant-gagnant? Non, il y a gagnant-gagnant. Et si aujourd'hui on ne sait pas ce que nous on va gagner, il est temps de nous asseoir pour déterminer qu'est-ce que nous allons gagner chez les autres. Nicolas n'est pas du tout d'accord apparemment. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Vous n'êtes pas du tout satisfait. Savez, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas satisfait parce que vous savez, nous avons un président des promesses. Et comme vous parlez par rapport à ces accords entre les Rwandais et le Burundi, le président Tshisekedi a été incapable même de donner les coûts de ses travaux. Il a été incapable, on a suivi, on l'a posé la question, il dit, moi je ne suis pas technicien dans l'affaire. Alors comment aller signer un accord dont vous-même, président de la République, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, même les coûts seulement, c'est les chiffres qu'on peut mémoriser, mais le président est incapable de savoir les coûts. Et puis, est-ce que réellement ça sera faisable? Ce ne sont pas des premières promesses que le président fait au Congo et au peuple congolais. Ce ne sont pas de premiers accords signés. Oui, évidemment, les accords, si ce ne réellement... sont pas les promesses du président, ce sont des accords. Même ce sont des accords, même ce sont des accords. Ça, il faut... Je connais, c'est les accords. Oui. Mais le président lui-même, il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Imaginez-vous tout un président, comme le professeur venait de le dire. En principe, c'est le président congolais qui devrait expliquer comment est-ce que ça va se passer, les coûts, tout ça. C'est lui qui devrait expliquer. Mais à notre grande surprise, vous comprenez que c'est maintenant le parti burundais qui commence maintenant à expliquer tout ça. Donc, alors, nous disons c'est une faiblesse. Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne faut pas collaborer avec les pays voisins. Il faut collaborer. Parce qu'en relations internationales, il ne faut pas y aller seulement en étant pleurnichant. Il faut aussi montrer ses biceps. Il ne faut pas seulement crier. Et pendant ces négociations, nous, Congolais, nous partons toujours avec une faiblesse dans des négociations, dans des accords, lorsque nous les signons. On venait de soulever ici d'autres projets des routes qui sont déjà financés dans l'intégration régionale. Au niveau du Rwanda, c'est déjà terminé. Au niveau du Burundi. Mais au Congo, pourquoi ça traîne? Alors, le problème, c'est le manque de leadership au sommet de l'État, au sommet de notre pays. Nous signons, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de signer. On ne sait pas pourquoi nous signons. Vous vous souvenez, même le président Paul Kagame l'a dit à une chaîne internationale. Aujourd'hui, il est très satisfait avec des relations, les Congo et les Rwanda. Plus que l'ancien président qui était là.
Alors pour nous, on s'est dit non, est-ce que réellement le président Kagame n'est pas très avisé? Il est en train de trouver maintenant, le Rwanda est en train de trouver son intérêt avec le régime de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, parce que lorsqu'ils signent des accords, on ne sait pas. Nous sommes des Batambula Pipa. Nous sommes des Batambula Pipa lorsqu'on dit, bon, c'est vrai, on va signer, on va. Mais nous avons besoin de voir la réalisation. En relation internationale, ce sont les intérêts qui comptent. Oui, tout à fait, ce sont les intérêts. Ça, vous le savez. Oui, et je l'ai dit, il faut y aller des partenariats, des contrats, ça doit être gagnant-gagnant. Mais chose contraire chez nous, les Congolais. Et aujourd'hui même, lorsqu'on va parler même de minerais de l'or, est-ce que seulement vous pensez que le Rwanda pourra se focaliser seulement pour l'or? Peut-être c'est encore une brèche, lorsque c'est une faiblesse, quand on dit il faut formaliser, tu étais voleur, on te dit ok, tu prends maintenant la tenue militaire, tu prends maintenant là, tu deviens un vrai voleur, on formalise. Non, je pense que et même le Rwanda, les coltans et d'autres minéraux ne vont pas échapper. Et tout ça, ça va continuer à être volé. Même si on s'est dit, c'est vrai, le Rwanda a des usines, qu'est-ce qui manque à notre pays de pouvoir avoir ces usines pour raffiner nos minéraux? C'est ça, nous disons, un leader. C'est le leadership qui manque au niveau de notre pays, et je pense qu'il est temps, nos députés aussi devraient réellement s'impliquer et savoir poser la question de savoir réellement les tenants et les aboutissants de ces accords. Merci. Même si le président nous représente, mais réellement qui nous représentent valablement, ce sont le député. Les députés devraient savoir réellement les tenants et les aboutissants, la part de la population, la part du Congolais. Merci Nicolas. Professeur Augustin Moutawazi, vous avez suivi encore une fois des inquiétudes qui persistent sur la formalisation même de cette exploitation de l'or et de toutes les relations possibles entre la RDC et les pays voisins, et ça pose toujours problème jusqu'à là. Oui, je pense qu'il y a eu une petite erreur de communication dans les chefs du président de la RDC. C'est ça qui fait que les gens pensent que c'est un deal. Alors que si tu réfléchis bien, avec les Rwandais, il y a 3 accords. Il n'y a pas que l'accord sur l'or. Il y a l'accord sur le contrôle de la fiscalité. Oui. On parle des opérations. Donc, contrôler... Il y a la promotion et la protection des investissements entre la RDC et le Rwanda. Okay. Il y a également une convention entre les deux pays en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Et le 3e accord, ça concerne donc l'exploitation de l'or. Oui, c'est là où je pense que plutôt le président de la République a été plus malin que le Rwanda. Quand il fait signer l'accord sur la double imposition. Ça veut dire quoi? Si des artisanaux miniers de comptoirs d'or exportent l'or frauduleusement, comme c'est le cas, ce sont les Congolais qui amènent l'or au Rwanda. Ce n'est pas les Rwandais qui viennent prendre. C'est des producteurs locaux qui préfèrent passer en contrebande et vendre au Rwandais. Cet accord dit ceci. Si cela continue, l'entreprise rwandaise qui achète le brut congolais a l'obligation de déclarer le fournisseur. Il doit dire, c'est un fournisseur venant du Congo qui m'a vendu cet or et voici la facture. Conséquence au niveau fiscal, ce commerçant congolais doit payer les impôts sur les bénéfices et autres taxes au Congo, parce qu'il aura été déniché de l'autre côté. De la même façon, le producteur rwandais qui aura produit l'or raffiné, quand il exporte officiellement vers la Chine, ainsi de suite, lui aussi à son niveau, il paie les impôts au Rwanda. Bon, à moyen terme, on peut dire que c'est gagnant-gagnant. Mais à long terme, on ne gagne pas. À long terme, c'est... Qui ne gagne pas la RDC. Oui, à long terme, on ne gagnera pas. Parce qu'alors, si le Rwanda devient effectivement un professionnel dans le raffinage de minéraux, il crée la valeur, on va créer plus de valeur ajoutée au Rwanda qu'au Congo. Mais à court terme, sur 2-3 ans, c'est faisable. Mais à long terme, on doit, comme l'a dit le prof Thomas, on doit réfléchir plutôt sur une industrialisation. Il ne faut pas qu'on donne l'image aux investisseurs internationaux que le Congo n'est pas fréquentable. C'est ça le danger. Le danger de dire, attention, il y a trop de troubles au Congo, on préfère attendre les minéraux de l'autre côté. Le Congo est spécialiste en production du brut, il vend au Rwanda, le Rwanda est spécialiste en raffinage parce que, c'est ça que ça veut dire, ils ont du meilleur courant, ils ont des industries, et donc une bonne politique fiscale, donc nous risquons d'être
de rester éternellement des creuseurs. Et le Rwanda devient l'industrie de la région. C'est pour ça que moi, je n'ai pas aimé que ce soit le ministre du Commerce extérieur qui ait signé des accords. Normalement, on devait impliquer tous les ministères, notamment les ministres de l'Industrie. On devait impliquer les ministres du Commerce extérieur et les députés nationaux, effectivement, et provinciaux, comme l'a dit le professeur Fra, pour qu'on comprenne les enjeux de cette affaire. Et surtout qu'il y a plus urgent que l'or. Il y a le gaz méthane, qui est véritablement une ressource contrôlée par les deux pays. On ne peut pas imaginer que le Rwanda et le Congo, que le premier accord à signer porte sur l'or, alors qu'il y a le gaz méthane qui risque de nous brûler demain. Donc il fallait commencer par là. Oui, à mon avis, il faut commencer par le gaz méthane parce que c'est vraiment une ressource commune. Au sens de Sarkozy. Je ne pense pas que Sarkozy disait qu'il faut qu'on donne l'or congolais au Rwandais. Sarkozy disait vous avez des infrastructures à partager. Donc vous avez des rivières, vous avez des lacs, produisez c'est pas du poisson, c'est là qui vous, produisez de l'électricité là qui vous et vous les partagez, et faites des barrages sur la Ruzizi. Il y a le troisième barrage qui est en vue, qui a commencé. Ça c'est une ressource contrôlée. Ainsi de suite du côté de la plaine. Nous avons toute la plaine de la Ruzizi qui appartient en fait à 3 pays. Et là, les efforts pour produire la nourriture devraient être, on devrait les voir à ce niveau-là. Parce qu'il y a, ce qu'on ne dit pas, il y a la faim. Il y a aussi la faim au Rwanda. Il ne faut pas qu'on présente le Rwanda comme un pays développé. Le Rwanda n'a pas aussi de ressources. Est-ce que le Rwanda a l'argent pour développer le secteur minier au Congo? C'est des milliards qu'il faut ici. Je ne pense pas que cette petite société rwandaise qui n'a qu'un capital de 5 millions puisse avoir de l'argent pour financer la Sakima qui est d'ailleurs en panne, que ce soit la Sakima ou la Somiko, qui sont d'ailleurs en conflit. Je ne pense pas que cette entreprise rwandaise a vraiment les capitaux pour acheter l'or du Congo. L'or du Congo, c'est beaucoup. Ce n'est pas seulement par Bukavu. Il y a Kilomoto. Il y a Kilomoto, c'est la plus grande. Hein? Je ne vois pas comment un petit venant sur le marché peut concurrencer Kilomoto. Comment il peut concurrencer Bandro? Et n'oubliez pas ici qu'il y a aussi l'or de Mwenga qui ne va pas au Rwanda. L'or de Mwenga, surtout de Fizi. L'or de Fizi va où? C'est en Tanzanie. Pourquoi on ne parle pas de la Tanzanie? Alors l'idée, comme on l'a dit, il faut essayer de voir comment limiter l'exploitation de l'or par les groupes armés, etc. Est-ce que ça vient régler la question? Je ne... Bon, si vraiment nous parlons, il ne faut pas maintenant faire de la politique. Moi, je suis de l'Union sacrée. Il faut pas... Nous sommes en train de réfléchir. Exactement. Nous aidons les pays à réfléchir. Exactement. On n'est pas en train de critiquer le président. Notre président, il est conseillé par les gens. Hein? Même quand on dit qu'il n'a pas su expliquer, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas le rôle d'un président de expliquer les détails. Hein. Il y a des gens, des techniciens qui ont des experts. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il y a des experts, effectivement. Oui. Mais donc, j'étais plutôt... parce que je dis, est-ce que ça va réguler? Parce que ceux qui creusent l'or, prenons que ce soit des intérêts, ça soit des milices, ainsi de suite. Le fait que la société, cette entreprise rwandaise achète, n'exclut pas la contrebande dans nos villages. On ne saura même pas c'est venu d'où. Hein, les fameux accords de minerais de sang. Qu'est-ce qui dira à l'entreprise rwandaise que c'est le FDLR qui a creusé ces minerais? Il ne saura pas. C'est un problème. Donc ça ne résout pas vraiment totalement le problème. Ça canalise simplement ces minerais vers une entreprise connue. Mais on ne peut pas dire que ça va réduire totalement la... Il faut plutôt la gouvernance, de la gouvernance dans la bonne gouvernance dans nos carrés miniers. Il faut qu'une entreprise comme Banro ait suffisamment de moyens et achète l'or dans les milieux et qu'on soit sûr que cette entreprise qui certifie que ces minerais n'est pas des minerais de sang. Sinon, je ne vois pas comment une entreprise située à Kigali va certifier que le minerai venant de Mwenga, que c'est un minerai propre.
D'accord. Jean-Baptiste. C'est un débat. Jean-Baptiste, vous avez suivi Nicolas qui reste toujours pessimiste et qui s'est dit il y a un problème et qu'il estime que la population ne va pas vraiment se retrouver. Il fustige également la léthargie qu'a la RDC parce qu'il a rappelé que plusieurs projets d'intégration ont échoué du côté congolais. Tandis que quand on regarde de l'autre côté, du côté rwandais, du côté burundais, ça semblait évoluer, mais du côté congolais, ça ne va pas. Et vu les explications, fournies par le président qui a dit qu'il y aura une commission, etc., et qui ont été commentées diversement dans la classe politique et sociale congolaise, et ça donne à parler. Je comprends bien Nicolas, il est quelque peu ou même totalement emporté par la phobie envers les Rwandais. C'est seulement ça. Et vous savez, les discours anti-rwandais ici chez nous a créé des hommes minables politiquement. Et là, on ne parle pas que du Rwanda, on parle de l'Ouganda et du Burundi. Si vous avez bien suivi, même les profs vous disent que l'or qui est produit à Fizi, même au Maniema, passe par où et va où? Et c'est en Tanzanie. Pourquoi on ne s'emporte pas sur la Tanzanie, sur le Burundi, mais seulement sur le Rwanda? C'est parce qu'il y a un discours anti-rwandais ici qui a créé des hommes politiquement des pacotilles, je l'ai dit. Nous le savons. Et je vais vous le dire. Quand il y a une loi au Parlement. Il y a une loi au Parlement. Vous allez inviter Nicolas ici, prochainement, par rapport à la loi sur le verrouillage des fonctions régaliennes de l'État. C'est Nicolas qui va encore dire que cette loi n'est pas bonne pour la RDC. Mais quand il parle du Rwanda, non, les Rwandais nous pillent. Voyez-vous les paradoxes dans tous les discours de ces gens? Moi, je pense que les professeurs qui sont sur ces plateaux, ce sont des savants, nous les connaissons tous. Ils sont en train d'expliquer les discours des savants n'est pas du tout capté par les communs. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qu'il a dit? Parce que j'ai comme l'impression que vous allez très loin. Oui, je ne vais pas loin, oui. Mais je vous dis, il y a ce que je vais Est-ce que nous savons ce que nous recherchons là? Nous sommes dans une dynamique d'intégration des économies. Et là, il revient aussi chaque fois ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Le prof peut bien l'expliquer ici. Mais comme les Rwandais peuvent se spécialiser en raffinage, nous nous spécialisons en production. Là, nous pouvons gagner. Parce que c'est nous qui produisons. Et raffine. Nous produisons, il raffine. Il raffine, donc nous gagnons. Et comme l'or, c'est un minerai tellement aussi fraudable, vraiment, on peut le frauder facilement. Donc la gouvernance locale dont a parlé le professeur Augustin doit nous aider à savoir comment les carrés miniers sont gérés. Est-ce que ce ne sont pas les groupes armés, les FDLR et consorts, qui sont des creuseurs et qui amènent l'or au Rwanda et qui amènent ici vers les commerçants et aussi amènent au Rwanda. Donc c'est par là qu'on devrait focaliser, mais je pense que la RDC pourra gagner en termes de stabilité et de paix, en termes aussi de formalisation de ces commerces de l'or. Merci. Parce que ici au Kivu, ce n'est pas un secret, tous les problèmes de sécurité que nous connaissons, c'est à cause de ces minéraux, entre autres l'or. Merci Jean-Baptiste Kassolé. Professeur Thomas, il y a une question pour vous. Pourquoi notre pays riche en potentialité vit toujours en accord avec, vit toujours dans les accords, en exposant sa position de faiblesse devant les pays voisins? Nos leaders, je crois ce qu'il voulait dire, n'ont jusque-là aucune volonté pour la bonne gestion du pays. Ils doivent créer leurs propres entreprises pour éviter ces systèmes négomanistes qui nous fait honte à nos petits voisins. Je crois négocier. C'est Jean-Marie Kourimouchi Nyinchi, depuis Bukavu, qui nous a fait ce message. Ben oui, très bien. C'est une bonne question. Je vais commencer par là. Je voulais dire, après ce que je viens de suivre de mes collègues ici sur le plateau,
Un pays, il ne vit pas seulement sur une seule dimension. La coopération, c'est une dimension. On ne peut pas se focaliser sur la coopération et oublier que le Congo a une tâche importante, une très très grande tâche à remplir, c'est la gouvernance intérieure, comme l'a dit le prof Augustin. Nous pouvons aller dans les accords, c'est une très très bonne chose, moi j'apprécie. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une tâche à remplir à l'intérieur, c'est d'assurer la gouvernance, la sécurité. Ce n'est pas dans les accords que nous aurons une telle sécurité. On a tenté plusieurs fois de faire recours aux armées étrangères, ça n'a pas réussi. Le Congo doit commencer par se gouverner correctement à l'intérieur et en même temps aussi faire la coopération internationale. Si on oublie l'un des deux aspects, en tout cas, ça ne va pas marcher. Il faut aller avec les deux aspects. Alors, la question, c'est entre autres sur, je ne sais pas, l'absence de volonté. Bon, je ne peux pas présumer que nos dirigeants n'ont pas de volonté. On ne présume pas la mauvaise foi. Tout le monde est de bonne foi. On est présumé de bonne foi. Mais s'il y en a qui sont de mauvaise foi, c'est encore une autre chose. On est représentant d'un peuple. On a un mandat de la population. Que chacun, à tous les niveaux, se mette ça en conscience et qui travaille pour atteindre la mission que ce peuple lui a confiée. Je crois que c'est ça. Mais dire qu'ils sont de mauvaise foi, bon, je ne sais pas, mais ils sont là. Ils sont là. De bonne, de mauvaise foi, ils seront là. Nous devons plutôt faire en sorte que nous ayons des bons dirigeants. Nos dirigeants, ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de nous-mêmes. Si nous sommes de bonne foi aujourd'hui comme population, comme société civile, pourquoi alors, quand on sera au gouvernement, on devient de mauvaise foi? On a à s'interroger. C'est nous-mêmes qui donnons nos dirigeants et c'est nous-mêmes qui devons faire qu'ils soient de bonne foi ou qu'ils soient de mauvaise foi. Mais je crois qu'ils sont de bonne foi, nous devons les aider et doivent venir vers nous, population, pour nous demander que nous les aidions parce qu'ils sont gouvernants de nous, pas gouvernants d'eux-mêmes. Le pays, c'est la population, ben, c'est l'État, le gouvernement, mais aussi la terre qui nous nourrit. Et si j'ai bien compris, Jean-Marie Koulimouchi qui nous a fait ce message, il se pose la question pourquoi est-ce que la RDC doit toujours venir en position de faiblesse? Bien, mais on est en position de faiblesse parce qu'au départ, on est mal placé. On part en position de faiblesse parce que sur le plan intérieur, nous ne sommes pas bien assis. Le Rwanda vient en position de force parce que le Rwanda apparaît aujourd'hui comme étant bien assis. La Tanzanie est bien assise, l'Ouganda est bien assise aussi. Mais on ne peut pas oublier que ces États ont connu les mêmes situations que nous. Le Rwanda en 90, c'était un non-État. Mais par la volonté, par le travail qui a été fait au Rwanda, ça apparaît. Je dis bien ça apparaît comme un État aujourd'hui. Nous aussi, nous devons mettre la main sur la pâte et travailler. Travailler, si nous travaillons, si nous sommes sérieux nous-mêmes à l'intérieur, nous allons apparaître dehors comme un pays très très puissant. Avant d'écouter Nicolas, avant d'accorder la parole à Nicolas et prendre d'autres réactions, parce qu'il y a des réactions même en audio que nous avons à la technique, mais on se tourne du côté technique d'abord pour suivre ces reportages réalisés par la cellule des communications de la présidence de la République sur la récente visite du président burundais Evariste Ndayishimiye à Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous allez suivre les différents discours. Que c'est sur celui donc des extraits bien sûr, un extrait du discours du président burundais Evariste Ndayishimiye, mais également un extrait du président congolais Félix Tshisekedi. Et dans quelques instants, ça va prendre 4 à 5 minutes, on sera sur ces plateaux de RTNK pour la suite de cette émission. À Trésor local, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé pour les honneurs au président Evariste Ndayishimiye en visite d'État en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était lui-même au perron pour accueillir son hôte de marque. Ça va très bien, merci beaucoup de l'accueil, la nuit s'est passée très bien. Merci beaucoup.
La rencontre a débuté par un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Pendant plus de 2 heures, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye ont passé en revue les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs liés par la géographie, l'histoire, la culture et la langue. La rencontre s'est élargie avec la participation des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Par la suite, les deux chefs d'État ont assisté à la signature des 4 mémorandums d'entente signés entre les ministres sectoriels des deux pays. Ayant procédé à l'évaluation de la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de mise en œuvre des accords existants, les deux chefs d'État ont recadré les stratégies de redynamisation des travail sous-tendues par des actions concrètes. Devant la presse, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement de redynamiser les relations bilatérales. Pour le président Ndayishimiye, le Congo et le Burundi ouvrent une nouvelle page de leur histoire. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué, non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vue d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. De son côté, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité l'ouverture d'esprit de son homologue burundais. L'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère le président Ndayishimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange, et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays, qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Cette visite d'État vient matérialiser la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'entretenir des relations de bon voisinage avec tous les pays de la région des Grands Lacs dans le respect de la souveraineté de chaque État. Et comme promis, écoutons maintenant cette réaction audio de ces téléspectateurs qui nous a envoyé sa réaction, bien sûr.
Bonsoir, cher Mitima. Je suis Chiruza Biembe Richard, secrétaire exécutif du mouvement Renaissance du Congo, Moréco en sigle, un mouvement sociopolitique qui appelle les citoyens congolais à lever de l'esprit, lever de la conscience populaire pour prendre des décisions qui nous amèneront à vivre le changement réel que nous voulons voir en RDC. La question que vous posez pour l'émission de demain, elle est très intéressante. Je voudrais bien y participer, sauf que je n'en ai pas reçu l'invitation. Cher Mitima, il faut se dire que cette question reste posée et je ne sais pas quand sa réponse, parce que la guerre des armes est prohibée à notre époque. D'ailleurs, je me dis que si les fabricants des armes continueront à le faire pour les seules fusillades et assassinats ciblés pour voler des téléphones et un peu d'argent aux gens, je regrette, mais c'est cela. Donc, la guerre ne reste plus que diplomatique. Et dans sa dimension diplomatique, elle fait allusion beaucoup plus aux aspects économiques. C'est comme ça que il faut prendre tous ces traités, tous ces mémorandums comme des armes de guerre. Alors, si les uns les autres ne les ont pas bien affûtés, il faut comprendre, ils vont perdre la bataille. Hein. C'est normal, non? Il n'y a rien pour rien. Donc, j'aurais difficile à dire que le Congo ne gagne rien dans les traités et mémorandums qui sont signés ces derniers temps, sans les avoir exploités, bien sûr, mais je suis pessimiste vraiment quant au gain de la RDC, parce qu'il faut attendre d'exploiter, par exemple, les mémorandums signés dernièrement à Goma pour savoir que gagne la RDC, mais moi je reste pessimiste. Merci beaucoup, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. Débat Nicolas Loubala, selon lui, en tout cas la guerre, il faut la mener sur le plan diplomatique plutôt que prendre des armes. Il faut prendre des armes diplomatiques selon lui. Non, pas nécessairement. La guerre n'est pas seulement sur terrain, la guerre c'est partout. Il faut y aller au front, il faut y aller aussi d'une manière diplomatique, c'est ça la guerre. Parce que vous ne pouvez pas laisser la population en train d'être tuée sur terrain, mais vous partez dans des négociations. Il faut d'abord, tout en protégeant la population, tout en menant aussi la guerre là-bas, il faut aussi mener d'une manière diplomatique. Donc la guerre a plusieurs dimensions pour la régler. C'est la même chose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est bon d'être en bon terme, en bonne relation avec les pays voisins quand on veut bien sûr intégrer l'East African Community, parce que c'est le dernier point pour passer à la conclusion de cette émission. Oui, en fait, il faut être en bonne relation, en bon terme, mais aussi en profitant par rapport à cette coopération. Si nous rentrons une fois de plus sur la coopération des grands CPGL, il y a sur les commerces transfrontaliers, il y a des commerces exclusifs pour les nationaux. Mais regardez ce qui se passe chez nous au Congo. Vous allez voir les Rwandais qui viennent avec de la farine, qui viennent avec on ne sait pas quoi, de la marchandise, c'est la tête en train d'éroder. Il y a d'autres même, des Rwandais qui viennent avec des farines jusque dans les territoires et ils commencent à détailler, chose qui ne peut pas se faire au niveau du Rwanda. Vous ne pouvez pas traverser avec les sommets et commencer à étaler au marché rwandais. Vous ne pouvez pas quitter avec la marchandise. Regardez même... C'est les biens fondés alors de tous ces protocoles de coopération. Bon, les protocoles sont bons, mais l'exécution... Parce que ça va permettre de réglementer les choses. Non, écoutez, nous avons la CPG, mais est-ce que réellement nous sommes bénéficiaires de cet accord-là, hein? Vous savez, parce que le problème, c'est le suivi. Le problème, c'est l'applicabilité de ces accords-là. Dans d'autres pays, ça va. C'est pour le bénéfice de ce pays. Mais ces accords-là, moi, je pense qu'à mon avis, ne sont pas au profit de nous, pour peuple congolais. Je pense que, comme les collègues a dit, je pense que de l'UDPS, on ne doit pas changer l'histoire, on ne peut pas effacer l'histoire. Nul n'ignore ce que les Rwandais et les Ougandais avaient commis comme atrocité sur les sols congolais. Il ne faut pas cacher ça, ça reste l'histoire, ça restera toujours et on en parlera toujours. Donc il ne faut pas remuer les couteaux dans les clés dans le cœur de nos Congolais, parce que nous avons tout ce que les Rwandais avaient fait chez
qu'elle nous donne. C'était une précision de taille, on ne peut pas oublier. Et souvent, c'est vrai, vous savez, comme on est en train de dire avec ces accords, c'est bon, nous encourageons, on ne peut pas refuser ces accords. Mais notre inquiétude seulement, c'est de la part de l'applicabilité, c'est de la part de la part de la population. Qu'est-ce que nous, comme Congolais, nous allons gagner? Alors, à quoi sert bon de signer des accords, de signer des protocoles dans lesquels nous, Congolais, on ne se retrouve pas? Ça ne sert à rien de signer ces accords. C'est vrai, on ne doit pas rester fermé, on doit être ouvert au monde, on doit collaborer, on doit signer des accords. Mais maintenant, il faut regarder ce que notre parti maintenant adverse gagne par rapport à ces accords. Il y a cette réaction de John Mupenda. En Machi, on dit Omori Oragali Kuba Wanagunywana. Omori Oragali Kuba. Voilà, j'ai lu ce qu'il mentionnait là-bas. Là, ne sait pas abattre, il faut l'embrasser. Merci, professeur Augustin. Alors, il continue, il dit, ça c'est John Mupenda qui nous a écrit sur Facebook. Félix a trouvé que la meilleure façon de trouver la paix avec ses voisins, c'est de signer avec eux des accords de coopération. Peu importe ce que ça apportera au pays, l'essentiel c'est de recouvrer la paix longtemps recherchée. C'est John Mupenda qui nous a écrit. Oui, tout à fait. Comme les autres ont dit, ce ne sont pas les accords qui peuvent seulement ramener la paix. Parce que si les autres gagnent dans la guerre, parce que vous savez, en politique, c'est vrai... Donc pour vous, c'est en tout cas la guerre? Non, non, pas nécessairement la guerre. Parce qu'il y a d'abord, comme les autres, comme les deux professeurs ont soulevé, il y a la gestion, il y a la gouvernance locale. Nous devons avoir un leadership. Donc améliorer d'abord sur le plan local, avant de signer les gouvernances, avant de signer les accords. Vous allez signer les accords, par exemple. Il y a encore les groupes armés au niveau de Béni. Alors, comment il y aura la faisabilité? Comment vous allez construire des routes, des chemins de fer alors qu'il y a l'insécurité là-bas? On va tuer les ingénieurs. Alors, vous comprenez d'abord, il faut la gouvernance. Ça, c'est pas vouloir une chose et son contraire, quand on sait bien que sur le plan local, quand on veut améliorer la sécurité et tout qu'on sort, c'est bien, mais on sait bien qu'il y a la présence étrangère sur le sol congolais. Oui, c'est par rapport à la faiblesse de notre État. C'est par rapport à la faiblesse de notre État. Si notre État était fort, on ne pouvait pas voir ces troupes étrangères sur notre sol. Aujourd'hui, que les Congolais aussi puissent aller au Rwanda, qu'on envoie aussi des groupes armés pour aller commencer à opérer au Rwanda. Parce que là, il y a un leadership. C'est vrai, nous sommes des pays voisins. Nous prenons d'abord le petit exemple. Et c'est vrai, le Rwanda n'est pas le paradis au niveau de l'Afrique. Mais ça peut nous inspirer quelque chose pour aussi changer. Regardez même, parce que comme on est changé, il faut aussi la mentalité. Nous devons changer aussi de mentalité. Si nous traversons seulement la frontière, vous voyez, nous Congolais, nous changeons notre mentalité. Mais lorsque nous sommes toujours au Congo, on ne sait pas. Bon, c'est comme si nous avons changé. Donc, nous devons dire d'abord, il faut améliorer notre gouvernance, mais aussi en signant ces accords-là, nous devons y aller avec les contrats gagnants-gagnants. Merci Nicolas. Professeur Thomas. Oui, par rapport... nous voulons intégrer l'East African Community. Oui, le Congo veut intégrer la communauté est-africaine. Ça valait la peine alors d'harmoniser les relations? Oui, moi je trouve, parce que ce sont ces États-là qui sont dans la communauté est-africaine, sont ces États qui vont se prononcer sur l'adhésion du Congo ou non. Et alors, on ne peut pas imaginer que le Congo soit à mal à point avec ces États et qu'il espère que ces États l'accueillent dans la communauté. Et donc, il fallait arranger les relations bilatérales d'État à État, le Congo avec chacun des États. Il y a le Kenya, il y a l'Ouganda et la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Et je crois que c'est du côté du Burundi, c'est du côté du Rwanda et un peu de l'Ouganda qui avait encore des petits soucis sur le plan bilatéral. Sinon, le rapport entre le Congo et la Tanzanie, le Congo et le Kenya, bon, ce n'était pas très mal depuis très longtemps. Et le Congo avait intérêt à harmoniser, à arranger ses relations avec chacun de ces États avant d'espérer être accueilli dans la communauté est-africaine. Donc on veut faire passer pour un bon élève? Mais bien entendu, le Congo est en train de négocier son entrée dans la communauté et il doit se montrer qu'il est capable, bon voilà, qu'il a les atouts et qu'il peut être accueilli. Parce qu'autrement, si ce n'est pas un bon élève, si c'est un pays belliqueux, ben, comme Nicolas veut qu'on fasse la guerre, il ne sera pas accueilli. Merci à Ushindi qui nous a écrit de Bagira. Ushindi qui nous a écrit de Bagira, qui a dit d'abord auprès de Metz qu'il n'y a pas crainte et que la RDC, s'agissant de la relation entre les protocoles d'accord entre le Burundi et la RDC, qu'il y ait construction du chemin de fer et qui quitte Gitega jusqu'à la porte d'Ouvira et que ça se termine par là, comme c'est le cas des routes d'intégration. Ben oui, c'est possible.
C'est possible, parce qu'on l'a dit. On l'a dit que dans ces différents projets intégrateurs, on se rend compte que chaque fois, du côté congolais, il n'y a pas quelque chose qui se fait. Moi, j'ai dit tantôt que le Burundi a déjà commencé la route qui doit relier le Burundi vers Kamanyola ou Katogota. Mais du côté congolais, rien n'est fait. Il reste à jeter le pont. Mais si le pont est jeté, du côté congolais, on va... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il est aussi possible que ce projet de fer commence et qu'il s'arrête au rapport d'Ouvira. Si le Congo reste ce qu'il est toujours, ce qu'il est jusque-là, s'il ne veut pas se relancer. Mais moi, j'ai foi qu'on va se relancer. On n'a pas plaisir quand même qu'un chef d'État signe des accords et puis c'est pour rien. Je crois que pour la fonction, pour les fonctions qu'il occupe, pour l'État que l'on veut créer, un État nouveau, je crois qu'on va le faire. Merci bien. Vous nous avez expliqué les proverbes en machi. Le professeur Augustin Moutabazi, à vous la parole. Oui, effectivement, vous savez, le problème c'est que les débats comme ça, souvent, nous sont mal compris. Mais pourquoi le président congolais se bat pour entrer dans East African Community? C'est qu'il y a de l'intérêt. Il y a quand même toutes ces têtes autour du président. On ne va quand même pas se jeter dans une intégration, on ne gagne rien. Nous gagnons. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce qui fait que nous avons plus de moyens ici à l'Est qu'à l'Ouest? Ce sont ces pays étrangers. Un commerçant quitte Bukavu à 6 heures et la nuit, il est à Nairobi. Et il peut continuer de descendre à Dar es Salaam. Il a amené ses marchandises, il revient avec des marchandises. On ne peut pas dire que le Congo n'a rien à vendre, non. Au contraire, tous ces États se battent pour qu'ils mettent un pied au Congo. Moi, d'ailleurs, on parle trop du Rwanda, mais le Rwanda n'a rien. Devant les Kenyans. Mais les Kenyans, c'est ça le gros morceau de l'affaire. Il y a de gros investisseurs kenyans, y compris les banquiers, qui veulent mettre un pied au Congo. Et surtout l'Est de la RDC. Quand vous prenez Kalemi, Uvira, Bukavu, Goma, Butembo, Beni, Bunia, mon ami, ces chapelets de villes-là, c'est un gâteau sur le plateau. En termes de marché, ça fait près de 50 millions d'habitants. Ça, c'est le Congo le plus utile pour le moment. Kisangani n'est plus le deuxième pôle économique de la RDC. C'est ces chapelets-là de l'Est, après Kinshasa, Lubumbashi, qui est le troisième pôle économique de la RDC. Et nous avons des opérateurs économiques, ne vous en faites pas, on dit qu'ils n'ont pas étudié, mais ils sont très agressifs. Bien qu'ils n'ont pas étudié. Oui, ils sont agressifs. Et donc, c'est des gens qui bataillent. Nous n'avons pas besoin de gros intellectuels, nous avons besoin d'investisseurs. Oui. Et parmi ces gens-là, il y a des investisseurs qui savent convaincre leurs collègues de Dar es Salaam, leurs collègues du Kenya, à venir investir ici. Donc, les Rwandais risquent d'être pris au dépourvu. S'ils continuent aussi à créer de l'animosité envers les Congolais, ils seront surpris de voir que les gros investisseurs du Kenya, de la Tanzanie, eux vont venir investir, non pas dans l'achat du brut ici, mais ils vont venir avec des industries. Ils iront acheter des actions dans Sakima et ils vont produire l'or raffiné ici et ils vont l'exporter directement. Pendant que les Rwandais, eux, pensent qu'on va leur amener les bruts sur un plateau. Non, c'est du commerce. Donc, dans cet espace East African Community, Afrique de l'Est, je pense qu'il n'y aura plus d'accord inter-État. Hein, je parle sous le contrôle du droit international. Dès lors qu'on est dans un accord global, on ne devrait plus avoir des accords particuliers. Donc, on n'a pas besoin d'un accord particulier avec une entreprise de Kigali. Dès lors qu'il y a libre circulation des capitaux, des personnes et des marchandises dans cet espace-là. Maintenant, c'est vrai, nous n'avons que les matières brutes, le coltan, la castérite, ainsi de suite, les bois. Mais nous oublions aussi d'autres choses. Nous avons l'huile de palme. Nous avons les cafés. Hein? Les cafés que nous consommons chaque matin, ça vient du Kenya. Les Nescafé. Donc si je comprends bien, il y aura cette compétitivité. Mais oui. Et donc il n'est pas expliqué que les gens, ces investisseurs, vont venir aussi investir directement au Kivu, directement en province orientale et exporter vers ça sera des produits d'origine. En fait, ne seront concernés que les produits d'origine.
C'est-à-dire, si tu fais de la réexportation comme fait le Rwanda ne produit pas grand-chose. Le Rwanda ne fait que de l'emballage ou de la réexportation des produits du Kenya. Et donc, moi je trouve que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Nous ouvrir sur un espace économique de plus de 100 millions de consommateurs et qui ont quand même un peu de moyens. On va gagner, mais maintenant, comme on l'a dit, il faut une gouvernance locale qui permette à nos opérateurs économiques de ne plus exporter seulement les bruts. Merci, professeur. Qu'ils fassent aussi de l'industrie localement. Merci, ici. Professeur. On va passer à la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir rapidement, Jean-Baptiste? Ce qu'il faut retenir, parce qu'on a soulevé plusieurs fois, plus de 2 fois, les projets intégrateurs. Ici, au niveau de la RDC, si vous pouvez aussi la voir. Oui, ce sont des projets financés la plupart par la Banque mondiale. Oui. Mais ici, quand ça arrive au niveau local, ça piétine. Pourquoi? Oui, parce qu'on a montré que oui, du côté rwandais, quand vous quittez... Au Burundi, ça marche, oui. Mais en RDC, ça. Du côté rwandais, c'est jusqu'à la frontière ici, à côté. Oui. Même à Goma. À Goma, ça marche, malheureusement. Même au Burundi également, mais en RDC, ici, chez nous, ça fait un grand débat. Et on a suivi des gens tellement impliqués qui ont tenu pour responsable la gouvernance locale ici en province. Parce qu'on dit que lorsque les projets arrivent, il y a Kinshasa qui dit, bon non, c'est nous qui avons la compétence, tous les éléments de venir exécuter ces projets. Et en province, on déclenche la guerre. Non, vous nous laissez ces projets pour les exécuter nous-mêmes. Et après un moment, parce que ce sont des projets aussi pris sur une durée déterminée, et la Banque mondiale siffle que non, ces projets ont pris fin, et on peut passer à autre chose. C'est comme ça qu'on a raté les PDI ici. Alors qu'on a dit aux gens de Ngouba de démolir leurs maisons. Voilà, on a raté les PDI ici. Donc, nous devons l'homme congolais doit être sérieux pour voir aussi son pays se relever. Et c'est que moi, on a noté, et on ne cesse de dire, les modèles rwandais peuvent nous inspirer. Les modèles tanzaniens peuvent nous inspirer. Mais comment ces chefs d'État ont réussi? C'est par une main de fer. Ici, avec la démocratisation du pays, les bruits partout, on jette des anathèmes sur les dirigeants à gauche et à droite, et cela affaiblit nos dirigeants. Il faut une dictature. Il faut vraiment une main de fer pour diriger ces pays. Et la démocratie, nous ne devons pas la considérer comme de l'anarchie. Nous devons être sérieux pour mettre les pays sur les rails. Merci Jean-Baptiste. Vous êtes en train de donner raison à Nicolas qui avait, permettez la tautologie, raison de douter. Non, pour lui, il ne faut pas aller signer des protocoles, il faut d'abord balayer devant sa cour. Non, on ne peut pas aussi s'enfermer. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. D'accord. Un État doit vivre de sa politique interne et internationale. Merci Jean-Baptiste. Quelle conclusion, Nicolas? Oui. Quelques secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est en train de terminer. Oui, nous encourageons ces accords-là, mais aussi nous appelons à nos dirigeants réellement et qui peuvent faire aussi le suivi de ces accords, parce qu'à un certain moment, on a constaté, comme même les autres viennent de le parler avec le projet intégrateur PDI, apparemment, il n'y a pas de suivi ou bien des guerres entre la province et la nation. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, tout à fait, parce que je vous dis, même sur le marché de Nyawera, on parlait même de CMO et on a raté la construction du marché de Nyawera parce que les politiciens voudraient aussi se partager les dividendes. On a promis de construire les marchés de Nyawera. Et l'argent était disponible, mais parce que l'homme congolais, comme Kassoula dit, nous devons commencer à changer d'abord nous-mêmes, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas comment, avant d'être dirigeants, nous parlons bien, nous sommes les donneurs de leçons, mais une fois au pouvoir, pourquoi nous changeons? C'est-à-dire que réellement, on n'a pas encore changé notre mentalité de savoir que ces pays nous appartiennent. Conclusion. Et nous devons tout faire pour que ces pays puissent aller de l'avant. Alors, par rapport à... Comme conclusion, je peux dire que bon, c'est bon, les projets, les protocoles d'accord signés entre les pays doivent collaborer. Personne ne peut pas s'enfermer sur lui-même. Comme je l'ai dit, nous devons collaborer. Il faut aussi une bonne politique interne et externe pour aider le pays à se relancer. Merci Nicolas. À vos côtés, professeur Thomas Fora, quelle conclusion? En conclusion, j'aurais dit ce que j'ai déjà dit. Il faut les deux dimensions à la fois. Un pays, ce n'est pas uniquement à l'extérieur, c'est d'abord à l'intérieur.
la gouvernance interne. Quand la gouvernance est bonne à l'interne, les accords conscients à l'extérieur vont avoir des assises et tout va bien marcher. Mais évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui, on commence par la gouvernance interne et les accords 10 ans après. On fait les deux à la fois et on y met du cœur. C'est possible, hein? Oui, c'est possible. D'accord. Professeur Augustin Moutabazi. Oui, maintenant nous allons nous ouvrir sur les deux économies solides de l'Est. Il faut nous préparer sérieusement, notamment à transformer nos opérateurs économiques qui ne font que l'exportation de brut à devenir de vrais industriels. Et nous pouvons compter sur le ministère de l'Industrie que dirige mon camarade Julien Paloukou, pour que nous ayons des zones d'échange, ce que nous appelons les zones économiques spéciales. Par exemple, que toute la plaine de la Ruzizi soit transformée en une zone économique spéciale où on va produire des biens que nous allons aussi exporter. Pas seulement de l'or, mais aussi de la farine. Merci. De l'huile de palme raffinée, etc. Merci, professeur. Jean-Baptiste, vous avez déjà conclu? Vous avez envie de dire quelque chose alors? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je peux demander à la population de faire confiance au chef de l'État. Oui. Ces accords qui sont signés, c'est pour l'intérêt de la population congolaise. Oui. Et le chef de l'État n'est qu'une personne. Les institutions qu'il est en train de diriger resteront et peut-être c'est parmi ceux qui viendront qui rendront tellement effectifs ces accords-là. Merci Jean-Baptiste, vous qui voulez la dictature. Non, c'est juste une idée. Hein. La démocratie, on l'a mal comprise ici chez nous. Oui, on doit se le dire vrai. Merci. On a très mal compris la démocratie. Merci. Il y avait un débat comme ça sur ce plateau. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kassodé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, pour la Fédération de Bukavu. Merci beaucoup. Merci de la chance.